Salut Léo. Salut Nico. Merci d'être sur ce canapé avec nous pour nous parler de tes échecs, Plaisir. de ton rapport à l'échec Bien et sûr. de ce que tu peux en dire de bien et de pas bien. Quel est ton premier échec ce matin? Mon premier échec ce matin, pas de caleçon propre, Vraiment? vraiment. T'as fait ça? J'ai fait ça, donc ça veut dire que je suis arrivé au bout du stock disponible sur la semaine. Ça va falloir laver du linge. Donc j'ai dû effectivement faire une lessive rapide et sécher un caleçon au séchoir. Donc avant d'arriver dans le studio ce matin, Ouais. t'as séché un caleçon Un caleçon au sécheur. séchoir parce que j'avais pas de caleçon propre. Et si tu mets ça dans la catégorie échec, est-ce que quand tu l'as fait, tu t'es senti... Tu t'es dit merde, j'ai... Je me suis pas senti winner, je me suis dit que je pourrais anticiper un peu plus les choses. Surtout les jours de tournage Ouais. ou de rendez-vous après, j'imagine. Ouais, échec, bel échec. Échec vestimentaire. Voilà. Également le fait de prendre la moto pour venir et de n'avoir plus d'essence dans le réservoir. Ok. Voilà. C'était mes deux échecs, on va dire, qui partaient où je me suis dit, merde, j'aurais pu anticiper ça. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'échec? Qu'est-ce que c'est pour toi l'échec? Qu'est-ce que c'est pour toi échouer? Échouer, pour moi, c'est tenter quelque chose et avec un objectif final idéalisé et ne pas rentrer dans cet idéal. Voilà. Idéaliser? Ouais, idéaliser les choses, c'est ce qui conduit souvent à l'échec parce qu'on n'arrive pas à... C'est comme ça que je l'imagine. Ouais. Ce qui est pas grave, parce que c'est bien d'idéaliser les choses, Ouais. de rêver, quoi. C'est important, parce que si on le fait pas, en même temps, on Voilà. n'accomplit rien d'extraordinaire. C'est ça. Mais je transforme toujours l'échec. J'ai une vision positive de l'échec. D'accord, Voilà, moi, c'est toujours... je suis jamais abattu par un échec. d'accord, C'est toujours, OK, ça m'a appris que d'accord. ça, c'est pas possible. Du coup, je le referai pas ou je ferai différemment. Donc, j'en sors toujours avec un truc. D'accord, tu es pas de ceux qui se font enterrer par Non. les échecs. T'as pas de... Pas du tout, parce que j'essaye plein de trucs dans tous les cas, quoi. Je D'accord. suis quelqu'un qui tente, j'ai pas peur d'essayer les choses. Je sais pas si on l'a dit, d'ailleurs, t'es comédien. Ouais. T'as été sportif aussi. Ouais. T'as fait du basket. Ouais. J'imagine que dans le sport, on fera des analogies après entre les deux mondes, mais dans le sport, déjà, t'as dû forcément perdre des matchs, rater des passes, rater des tirs. Ouais, il y a tout ça, il y a aussi comment je me suis construit moi dans le sport, avec plus gamin, certaines ambitions, et vivre après avec quelques regrets, tu vois, en me disant, bah merde, je suis pas arrivé là où je voulais, dans le sport. Et après en relativisant, en me disant, ouais, mais en même temps, j'ai fait plein d'autres choses et j'ai pas été sportif de haut niveau, mais j'ai quand même réussi à jouer à un certain niveau et puis profiter de ma vie et faire d'autres choses au niveau professionnel. Donc, t'as toujours eu un certain détachement comme ça. Enfin, je l'ai pas eu tout de suite. J'étais plus impliqué dans le sport plus jeune, on va dire jusqu'à 20 ans, tu vois, où j'espérais, j'espérais encore, j'avais des ambitions. Même si je savais que à 20 ans, si t'es pas déjà à un certain niveau, t'y arriveras pas. Mais bon, il n'y a pas vraiment de règle, mais quand même, il faut être assez lucide et objectif sur ses qualités. Mais en tout cas, dans le niveau où je jouais, j'avais des attentes et c'était un peu un échec, mais parce que j'y consacrais pas finalement assez de temps, comme on devrait quand on fait du sport à haut niveau. Ouais, tu voulais vraiment faire du sport à haut niveau, mais tu estimes que tu t'es pas donné peut-être assez les moyens. Ouais, enfin, se faire du sport au niveau, je savais que il y a le haut niveau, tu vois, on va dire Pro A en France qui est le plus haut niveau, puis la NBA, quoi, parce que moi c'était le basket. Et t'as des niveaux en dessous où tu peux gagner quand même ta vie et jouer tous les niveaux en national, qui sont des niveaux semi-pro, etc. Je me disais que c'est des choses que je pourrais atteindre. Et je l'ai pas atteinte réellement parce que j'y ai pas consacré assez de temps. Donc au début, c'était bon, je suis un peu déçu, puis après. Tu mets ça sur ton entre guillemets, pas manque d'implication, mais tu t'estimes que t'as pas assez travaillé pour ça. Oui, parce que je pense que j'avais les qualités pour. D'accord. Mais je le saurai jamais. D'accord. Donc c'est une forme d'échec, mais c'est pas grave.
comment tu quantifierais l'échec dans ta vie en pourcentage? Par exemple, est-ce que... une vie réussie, c'est 0% d'échec, enfin ça n'existe pas. Et une vie 100% Ouais. vraie, c'est 100%. Où est-ce que tu situes le curseur, toi, C'est d'échec à remettre tu vois, tu dis une vie réussie, c'est 100% de réussite. Mais pour moi... te donner la direction de l'échec. Non, je sais. Mais une vie réussie, il faut qu'il y ait des échecs dedans. Oui, d'accord. Ouais. Et pour qu'il y ait une réussite, il faut qu'il y ait de l'échec, quoi. Sinon, tu peux pas t'en rendre compte. Ouais. Donc, je dirais un pourcentage d'échecs... c'est difficile. En fait, le vrai sens de la question, c'est plutôt... voilà, est-ce que t'as plus le sentiment d'avoir réussi des choses ou d'avoir raté des choses par rapport aux choses que t'as vraiment voulu entreprendre? Où est-ce que tu te situes là-dedans? Après, t'es pas obligé de me donner un pourcentage. Non, mais je pense 50-50. 50-50? Mais pas parce que ça a été un échec, mais il y a des choses que j'ai entreprises et je suis pas allé au bout. D'accord. Mais pour moi, un échec, c'est tu mets tout à fond dedans, ça marche pas. Et tu t'es donné à 1000% et ça marche pas. C'est un échec. Comment faire après pour prendre des leçons de ça et le tourner de manière positive? Moi, je pense que j'ai essayé plein de choses, mais sans y croire vraiment, en testant, en démarrant. J'ai fait beaucoup de démarrage de trucs, tu vois, de projets. Puis alors, quand t'es comédien, t'essayes des sketchs, t'essayes des vidéos, machin. Mais je suis pas allé au bout du truc. Je me suis arrêté en me disant non, mais ça marche pas, laisse tomber. D'accord. Donc, on peut considérer que c'est des petits échecs. Ça, je dirais que c'est 50%. Et c'est intéressant cette question de je vais pas au bout d'un projet. Qu'est-ce qui fait que tu vas au bout ou que tu vas pas au bout? Est-ce que c'est une question de projection? Est-ce que c'est des retours qui te font arrêter? Est-ce que c'est ton propre regard qui fait que tu décides de pas aller au bout? Comment tu peux... C'est toujours la difficulté du métier artistique d'une manière générale, c'est de croire en tes propres projets sans te laisser trop influencer par les avis extérieurs et en même temps qui sont nécessaires. Donc comment faire la part des choses? Souvent t'y crois plus parce que d'un seul coup moi je fais jamais des choses tout seul. J'ai toujours avec un pote, un collègue, n'importe qui. Je suis en équipe, j'adore bosser en équipe. Et d'un coup, tu sens que ça prend un peu moins chez tout le monde et bon, tu lâches un peu l'affaire. T'as pas envie d'être celui qui va forcément tirer le truc tout seul. Voilà. Tout ça, c'est ça qui te fait abandonner. Mais c'est pour ça que là, moi, j'ai envie de me lancer tout seul réellement. J'ai envie de me challenger seul. D'accord. Parce que aujourd'hui, j'ai toujours fait des choses avec du monde, avec des gens autour de moi. Et je pense que c'est une vraie mise en danger de se lancer tout seul. Effectivement, ouais. Et j'ai l'impression d'être arrivé à l'âge où je peux le faire. La maturité, en tout cas. Il n'y a pas d'âge, mais de la maturité. On parle d'un projet artistique? Ouais. Ce serait un seul en scène, par exemple? Par exemple, ouais. J'aimerais bien faire un seul en scène. Pas du tout un spectacle, pas du one-man show. Vraiment du théâtre? Ouais, théâtre, un personnage, un truc sincère, mais où il y a de l'interprétation, il y a du jeu, quoi. Ok. Il y a des persos, où il y a une histoire, où ça vient toucher, ça vient faire rire, ça vient... Ça te fait peur, ça, de te retrouver tout seul sur scène devant un public? Non, ça me fait pas peur de me retrouver tout seul sur scène devant un public. Ce qui me fait peur, c'est de me dire, c'est moi qui l'écris, j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, est-ce que ça va plaire? Ça fait peur. C'est un peu... ça fait flipper. Alors que quand je joue un texte qui n'est pas le mien, ou ça plaît pas, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est marrant, on cherche toujours des zones un peu pour se dédouaner. Et là, avec un projet que tu portes tout seul, que tu crées tout seul et que tu vas défendre tout seul, effectivement, t'as pas de zone où te cacher. T'es forcément... et ça, le fait de t'exposer comme ça, j'imagine que ça te met en danger, ça va te forcer à traverser des zones que t'as pas encore explorées, peut-être, en toi. Complètement. Ok, tu te sens prêt maintenant à aller là-dedans? Ouais, grave. D'accord. J'ai envie de me challenger. Alors pour une raison, c'est que
aujourd'hui, les rôles qu'on me propose, ils sont très liés à ce que je dégage physiquement, à ce que je suis, à ce que je peux représenter pour les gens. J'ai aussi envie de me montrer différemment. Et si on me le propose pas, il va falloir que je le fasse moi. D'accord. Qu'est-ce qui te manque dans ce qu'on te propose? Est-ce que c'est peut-être une question de sensibilité? Non, mais c'est ça, de sensibilité, de rôle un petit peu plus profond, où il y a un peu plus de... Je suis souvent dans le rôle du beau gosse qui a une histoire d'amour, qui pécho et machin. Et c'est très flatteur, je vais pas cracher. On est souvent pris pour notre emploi et c'est ce qui nous fait bosser. Donc moi, je crache pas du tout dans la soupe là-dessus. Il faut être très conscient de tout ça. En revanche, je pense que là, moi, j'ai des trucs à me prouver et qui me trottent dans la tête depuis longtemps. Et il est temps pour moi de passer le cap. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Il y a une maturation sur ces sujets-là. Est-ce que ça fait longtemps que tu en es conscient? Ça fait longtemps que tu es conscient que tu as envie de les défendre? Ou, une autre façon de retourner la question, c'est est-ce qu'on t'a tout de suite proposé des trucs qui te correspondaient, de beau gosse, entre guillemets? Est-ce que tu te sens enfermé dans ces rôles-là? Enfin, un petit peu, sans dénigrer, on est d'accord. Non, mais un petit peu. Un petit peu, mais c'est très cool. Ou alors plus dans l'humour, etc. Alors moi, ça me fait triper parce que je kiffe faire des vannes et déconner et faire le con et pas être sérieux. Mais là, j'ai envie, je suis arrivé à un moment où j'ai envie de raconter plus de choses. Aussi parce que je fais un travail sur moi depuis 4 ans avec ma psy et que je passe par plein de questionnements et puis je suis devenu papa et puis machin, tu vois. Il y a plein de choses qui me donnent envie de... Est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que tu te confrontais à l'échec? Alors, tu m'as pas beaucoup donné de clés. J'ai l'impression que... Enfin, c'est pas du tout c'est pas du tout à charge ce que je vais dire, mais tu as l'air de vivre les choses quand même assez tranquillement dans ta vie. Alors, je suis pas là pour chercher des problèmes là où t'as pas pu m'en donner, hein, mais... Si, un peu, si tu veux. Un petit peu, un petit peu quand même. Est-ce que tu te souviens d'un moment où, je sais pas, t'as eu peut-être un truc qui t'a mis en danger, qui t'a forcé à réagir, par exemple, je parle de l'adolescence ou de la grande enfance. Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un élément déclencheur qui a eu une influence sur ta vie, un élément négatif, par exemple, je sais pas... un échec quelconque, mais qui t'aurait lancé dans quelque chose? Oui, il y a eu l'élément déclencheur qui a bouleversé ma vie. Ça a été... je le considère pas comme un échec, mais c'était pas des choses positives. Ouais. J'ai tourné gamin, mais après, moi, j'ai fait des études... normal, j'ai fait des études de marketing, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la production événementielle et juste au moment où je sors de mes études, je suis engagé, je bosse sur des rallyes, on travaille en Afrique du Nord, tu vois, et on bosse sur des horaires assez fous. L'événementiel, ça te fait faire des heures un peu pas possibles. Et malheureusement, il y a eu un drame sur le rallye de l'équipe d'organisation. Ça a été un peu un électrochoc de... je me donne à fond pour des gens qui dépensent des millions d'euros pour aller faire les cons dans le désert avec des voitures. Et moi, je travaille pour ça. À un moment donné, j'étais en conflit avec mes valeurs, ce que je voulais, ce qu'était la vie, etc. Ouais. Et la notion au travail et ce que je voulais donner dans le travail. Et de là... j'ai tout quitté, j'ai arrêté complètement le job. J'étais avec mon ex à l'époque, j'ai quitté et j'ai essayé de partir. J'ai tout, et je suis parti tout seul aux États-Unis et je suis rentré 4 ans après. Wow, ok. Et donc ça a été une phase où j'étais en gros questionnement. Je vivais des choses un peu différentes de mon groupe de potes aussi. Je sais pas, j'étais un peu en porte-à-faux avec le monde qui m'entourait et moi ce que je désirais, et j'ai besoin de m'éloigner pour me retrouver tout seul et réfléchir, quoi. Et je suis arrivé aux États-Unis, à San Francisco, et j'ai baroudé tout seul dans les rues et j'ai fait mon anniversaire tout seul, et puis je pleurais, et puis après c'était magique parce que j'ai rencontré plein de gens et ça m'a fait évoluer et j'ai décidé
Après, je suis rentré en France autrement. Qu'est-ce que tu as fait pendant 4 ans aux États-Unis? Alors, j'étais aux États-Unis en premier. Après, en premier, à San Francisco, je travaillais dans un restaurant au Black D'accord. pour apprendre l'anglais. Et donc, je faisais des crêpes et j'étais en cuisine. Et après, j'avais trouvé une entreprise donc du coup de marketing. D'accord. Qui voulait bien me sponsoriser pour faire un visa. Ok. Et j'ai dû quitter les États-Unis, mais j'avais dépassé ma période autorisée pour rester sur les États-Unis, donc ils n'ont pas accepté que je revienne. Ah ouais. Et ils m'ont refusé mon visa de travail. Ah, alors que tu avais la green card, enfin t'étais. Je voulais pour un visa de travail, pas la green card, mais je voulais. Et ils m'ont refusé mon visa, et du coup je me suis retrouvé à Ottawa, et là c'était un échec pour moi. Ah ouais. Je suis sorti de l'ambassade américaine, pour moi c'était sûr, j'avais laissé mes affaires là-bas, j'avais trouvé une entreprise. Je revenais, je vivais en Californie, c'était cool, tu vois. Et échec total, je sors de l'ambassade, je suis en larmes, j'ai aucun autre contact, et je dis c'est pas possible, je viens de quitter la France, je vais pas retourner en France. Et j'appelle un contact que j'avais à Montréal, et j'ai débarqué à Montréal. Wow. Et voilà, et puis après les rencontres, j'ai vécu un peu à New York. Ah, t'es quand même vachement fonceur, quoi, parce que tu fais des trucs... Et à Montréal, j'ai dit, ok, j'ai passé 3 mois à jouer au beach volley l'après-midi, à sortir en boîte le soir, à aller voir des concerts, des événements. Et je me suis dit, qui est-ce qui organise ces événements? J'ai pris mes CV, j'ai imprimé je sais pas combien de CV, je suis allé cogner mais vraiment physiquement cogner aux portes des boîtes et mettre mon pied dans la porte en disant voilà, je suis français, je viens d'arriver, je parle anglais, c'est bon, machin, tu vois. Et t'as trouvé du taf? Et j'ai trouvé du taf. Ok. Et je me suis fait virer. D'accord. Parce qu'à la base, ça marche comme ça. Et après, j'ai monté une agence de relations presse là-bas. D'accord, carrément. Ok. Dans le milieu de la mode. D'accord. Voilà. Ouais, dis donc. Donc, tu vois, j'ai eu plein de... Ouais, en fait, il y en a des échecs, mais en fait, tu vois, c'est des choses qui te font... Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette dynamique, en fait. Cette dynamique de tenter, de rater. Enfin, c'est ce qui m'intéresse dans le cadre de cette interview. C'est de questionner un petit peu tout ça, qu'on essaie de comprendre un peu... et peut-être d'inspirer certaines personnes, tu vois, qu'on peut tenter, rater, et rebondir, et re-rater, et re-rebondir. Quel échec, dans tous ceux que tu m'as cités, ou dans d'autres, t'as appris le plus que tu ne savais pas déjà, en fait? Un truc vraiment qui t'a fait ton plus bel échec, quoi, celui qui a été un pivot. Est-ce qu'il y en a un, déjà? Justement, je cherche. Non, j'irais plus sur... on va dire les raisons pour lesquelles tu entreprends les choses, souvent, ne sont pas les bonnes. Et notamment là, dans le milieu artistique, puis en tant que comédien, on fait un métier d'image, où on a besoin d'être vu, on a besoin d'en tourner des images pour être vu. Tu acceptes des projets parfois et tu te dis après pourquoi j'ai accepté ça, parce qu'en fait tu t'y sens mal. Tu vois, faire confiance à cette petite voix au départ qui te dit ça pue, allez, j'y vais, tu vois, j'y vais parce que ça va, je vais en tirer quelque chose de bien, et en fait tu pars avec un truc un peu mi-chaud mi-froid et c'est pas ouf, et du coup tu dis ok, je referai pas ça. J'ai eu des moments, des contrats que j'ai acceptés, des shootings photos, des courts-métrages, des trucs où tu te dis non, mais je le savais, je le sentais sur le papier. Et aussi te donner à 2000% pour les gens, alors que toi tu reçois pas forcément tout ça en retour nécessairement. Je continue à le faire, mais je sélectionne pour qui je le fais maintenant. Ouais, je comprends. Donc je dirais que c'est ces choses-là, moi, qui m'ont fait apprendre des choses et évoluer pour sélectionner. Ouais, apprendre à sélectionner mieux les projets, à mieux sentir, à écouter un peu plus ton instinct. Ouais. Et en même temps, dans ce que tu me racontes, il y a plein de moments où j'ai l'impression que t'as un peu foncé tête baissée dans des trucs. Complètement. Et donc là, à ce moment-là, ça a été plutôt de la bonne découverte derrière. Enfin, des belles expériences en tout cas. Et des fois, t'y vas, mais t'as une petite voix qui te dit tu le sens pas complètement, et au final, tu regrettes un peu. Comment on peut démêler ça? Comment on peut apprendre à écouter cette petite voix qui te dit mauvais délire, j'y vais pas? C'est quoi? C'est toujours une question de raison. La raison qui te dit ok, j'y vais, c'est bon, c'est payé. Et
je crois qu'elle est pas bonne, cette raison. Je pense vraiment que... Alors, mais ça dépend de ta situation, et des fois, t'as vraiment besoin de thunes. Moi, j'ai plein de copains autour de moi qui ont fait des choses parce qu'ils avaient besoin de thunes. Bien sûr. Parce qu'elle est comédienne, parce qu'elle a un gamin, parce qu'elle se retrouve toute seule à gérer le gamin et qu'elle bosse pas et qu'il lui faut de l'oseille, donc elle accepte de faire un shooting ou deux. Ça peut pas être toujours parfait non plus. Non, la vie, on peut pas faire que des choix de cœur. C'est ça. Mais donc du coup, moi, c'est des choses comme ça. Vraiment écouter mon instinct. Maintenant, j'essaie. Quand je sens qu'il y a trop de red flags, ok, j'y vais pas. Je compte les red flags et je me dis, vas-y, j'y vais pas. Et pourtant, des fois, de ce que tu me racontais avant l'interview, tu me parlais du projet que tu défends, d'ailleurs, dont on peut peut-être dire un mot actuellement, et pour lequel, là, pour le coup, tu te prends des chassés dans les jambes. Bah là, alors, un échec, le premier échec, on jouait une pièce qui s'appelait Les Fourberies de copains, qui devait jouer là jusqu'à fin juin, qui était sur le papier produit par quelqu'un qui vient pas de ce milieu. Souvent, il y a plein de gens qui ont des envies et tout, donc tu dis, bon, financièrement, ça va tenir la route. Le mec, il nous l'a fait, tu vois, on fait des lectures à la SACD devant... ça présente bien, quoi. Ça présente bien, il y a des gros groupes qui sont présents. Tu te dis, bon, ça tient la route, après ça va être financé. Série théâtrale, j'ai jamais vu de série théâtrale. Donc en 3 épisodes, tu en fais un tous les 6 mois. À la fin du premier, t'as une nouvelle équipe qui reprend le premier et toi tu joues le deuxième. Donc évolution des... Tu vois, sur le papier c'était cool. La pièce en soi, il y avait un peu de réécriture, mais et puis on se fait berner complètement et puis pas de... Le mythe du producteur qui paraît que la mallette en Colombie. Qui se barre, au Portugal. Au Portugal, en l'occurrence. Et qui nous paye pas. On vient de recevoir là les salaires, mais de la part de l'État. C'est les AGS qui ont pris le truc. Ouais, on se fait planter par ce producteur. Incroyable. Et on a une possibilité d'utiliser les créneaux dans le théâtre. Évidemment, ça se passe pas comme prévu parce qu'ils payent pas le théâtre, parce que bon... Donc on monte quand même un projet au Théâtre Trévise. Et le Théâtre Trévise, voilà, malheureusement, a un souci technique qui fait que là, on a dû arrêter, là, au moment où je te parle, les représentations. Est-ce qu'il y a un échec avec lequel tu te lèves tous les matins ? Ouais, celui de me lancer seul. Mais ça, c'est pas un échec, c'est un défi. Mais c'est un... Alors... Enfin, pardon, si c'est ta réponse, je l'accepte. Non, mais je voudrais essayer de réorienter la question. Laisse-moi réfléchir. C'est un point en ce moment. Donc, c'est-à-dire que tu vis ça comme un truc quand même. C'est-à-dire que ta décision, elle est lourde de conséquences pour toi et pour... ça t'angoisse un peu, quoi, quand même, ce truc. Mais le sens de ma question, c'était plus un truc pas résolu ou un truc du passé, enfin je sais pas, un truc. J'ai envie de te dire que non, je me réveille pas avec un poids parce que ça fait 4 ans que je travaille sur moi. Ok. Et aussi sur les failles que j'ai. D'accord. Ça t'aide, ça visiblement. Ça m'aide. Je dirais réussir à me détacher un peu de moi-même, un peu, tu vois. Je suis un peu fatigué d'être centré sur moi des fois. Mais ça m'oblige de le faire, mais je sais pas comment l'exprimer sans que ça paraisse... Non, mais je crois que ce que tu veux dire, c'est ton rapport à toi-même. Peut-être... Est-ce que la thérapie ou l'analyse que tu as entreprise t'aide là-dedans dans ce... Alors l'analyse que j'ai entreprise, elle m'aide dans comprendre les raisons de ce que je fais, de comment je me comporte socialement, de ce que j'ai besoin, de pourquoi j'ai besoin d'être qu'on me regarde ou qu'on m'aime ou la peur de pas plaire ou de décevoir, toutes ces choses-là. Pourquoi vivre avec ces angoisses-là, on va dire, dans ma vie. On va dire que ça, c'est le truc avec lequel je me lève le plus souvent. Je suis touché parfois par des choses qui sont complètement absurdes. Et du coup, j'essaie de travailler là-dessus. D'accord. Et savoir d'où ça vient.
Donc ouais, la thérapie, ça m'aide beaucoup là-dessus. Ouais. Et si tu avais une fenêtre spatio-temporelle vers le toi qui a 15 ans, donc il y a, je sais pas quel âge t'as exactement, mais ton toi... 37. T'as 37 ans. Ouais. Donc ton toi d'il y a 22 ans. Qu'est-ce que tu dirais au petit Léo de 15 ans qui peut-être aurait une influence positive sur le Léo de 37 ans aujourd'hui? Sois toi-même, n'essaie pas de correspondre à un modèle. Parce que est-ce que cette réponse que tu me donnes, est-ce qu'elle est au cœur de la préoccupation dont tu parlais juste avant? Est-ce que tu as l'impression que tu cherches à... Bah en fait, on a besoin de bosser. Alors des fois, tu te dis, est-ce qu'il faut que je rentre dans une case? Est-ce qu'il faut que j'aille dans telle direction parce que je sais que ça va plaire? Que ce soit dans l'écriture ou que ce soit dans ce que tu veux faire comme rôle, ou tu vois, versus la vraie question, c'est qu'est-ce que je voudrais au fond, qu'est-ce que je rêverais, quoi, et comment tendre à ça, tu vois. C'est marrant, je travaille sur un spectacle actuellement avec Isabelle Adjani sur Marilyn Monroe, et la clé de ce spectacle, c'est le combat qu'a mené Marilyn Monroe en fait contre ce que la société tout entière, parce que c'était une immense star, ce que la société attendait d'elle, c'est-à-dire une belle femme. Donc on attend qu'elle soit une belle femme, qu'elle soit sexy, qu'elle soit parfaite, qu'elle est machin, et on lui pardonne rien d'autre en fait. Ce que tu me dis me fait un petit peu penser à ça. Ouais. Je suis pas en train de te comparer à Marilyn. Ouais, si on a le teint pareil. Une coupe de cheveux. Les yeux. Si tu lâches tes cheveux, tu fais un peu Marilyn d'ailleurs. Complètement. Et ça me fait un petit peu penser à ça. Je me permets d'essayer de comprendre ce que tu dis et de rebondir sur ce que tu dis. T'as l'impression peut-être que t'es un petit peu... que tu t'es un petit peu laissé enfermer dans une espèce de truc un peu attendu. Ouais, bah parce qu'on te met aussi dans des cases, il y a aussi ce que les gens ils te disent, il y a, tu vois, c'est con, mais quand j'étais plus gamin et que je voulais être acteur, il y a des directrices de casting qui me disaient mais toi, faut que tu fasses du mannequinat, etc. Et moi, c'était mais hors de question que je fasse du mannequinat. Parce que justement, j'ai pas envie de rentrer dans ce cliché-là. Ouais, t'as surtout pas envie de laisser enfermer là-dedans. Ouais. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, si c'est mon physique qui me fait travailler, bah fuck it, tu vois, je vais travailler avec et je ferai des photos et je m'en fous et je fais de la pub et tu vois. Mais il y a après, t'as un petit retour de bâton où tu vois le temps qui passe, j'ai 37 ans, donc je me dis merde. Tu te dis que tu peux peut-être pas, t'as certainement d'autres choses qui te dépassent le cadre de ton physique à explorer, à construire, effectivement. Et moi, on se connaît pas très très bien tous les deux, mais un petit peu quand même. Non, on a quand même la même coupe de cheveux. Ouais. Et au-delà de ça, j'ai travaillé sur tes projets, sur je crois deux de tes projets. De court-métrage. Et effectivement, ça dépasse largement le cadre d'un beau gosse. Voilà, c'est des trucs très rigolos, avec des vraies questions de fond. Je pense que ce que tu as abordé avec Matsu dans les sujets, c'est, voilà, il y a des trucs soit très drôles, soit de construction, un peu aussi de construction de soi, qui dépasse complètement ce truc de bogossitude entre guillemets, et effectivement moi je te dis ça pour confirmer qu'effectivement moi qui t'ai vu dans autre chose et qui te perçoit d'ailleurs plus à travers ce prisme là que le prisme que tu décris maintenant, ça va dans le sens de ce que tu dis. Je pense qu'effectivement tu aurais intérêt, et puis les gens qui découvriront ton travail seront contents de voir que tu dépasses ce truc là, et d'ailleurs il y a plein de gens qui ont réussi ce truc-là, qui sont pas juste, qui sont beaux, mais qui sont pas juste beaux. Non, mais il y a des rencontres qui te permettent ça. Je sais que quand je rencontre les personnes,
à chaque fois, la personne me dit putain, mais je m'attendais pas à ça comme personnalité ou comme être humain, quoi, tu vois. Ouais. Et je suis là, bah ouais. Parce que on s'arrête à la tronche ou à ce qu'on dégage. Et puis bon, bah c'est pas grave, c'est comme ça. C'est une société de l'image aussi. Et ouais, complètement. Coup, tu communiques beaucoup par tes images. Enfin, on communique beaucoup par nos photos, nos images. Donc, on renvoie une certaine image. Et c'est plus un atout qu'un désavantage, hein, attention. Oui, bah, évidemment. Qu'un inconvénient. Moi, je suis très content. Mais c'est vrai que j'ai envie de dépasser un peu ça, et j'ai envie de prouver les choses, et puis j'ai pas envie si on me le propose pas, c'est aussi ça, tu vois, on est beaucoup dans l'attente quand on est comédien, on attend que notre agent nous trouve des castings, etc. Moi, je pense que si t'es passionné, si t'es convaincu que tu peux faire des trucs, bah fais-les, quoi. Et on verra bien. Et ça aussi, c'est un truc, tu vois, j'ai progressé, c'est fais-les sans attendre que ça marche. Tu sais, tu te dis, bah, putain, je vais monter un projet et si ça cartonne pas, tu vois, tu vends un peu la peau de l'ours avant d'avoir tué, quoi, souvent. T'as une projection qui est terrible et du coup, la déception, elle est énorme. Moi, je pense qu'il faut faire. Je pense que les gens qui ont réussi, ils ont dit, vas-y, je fais mon truc. Et puis, il y a des personnes qui le voient, ils font, mais en fait, c'est un bijou que t'as fait. Et la personne, ah ouais, ah bah cool, tu vois. Sinon, c'est un peu prétentieux en plus de se dire, mais est-ce que j'ai fait, ça va cartonner ou je fais un truc pour que ça cartonne, tu vois. C'est la mauvaise démarche. Et souvent, quand on est jeune, on pense un peu comme ça. Donc, je dirais que c'est ça, tu vois, aussi le conseil que je peux donner avec maintenant la maturité. Et moi, j'ai changé ma manière de voir les choses à ce niveau-là. Est-ce que, je reviens un peu sur ces questions-là, mais est-ce qu'il y a un échec plus ou moins récent, enfin peu importe, qui a été vraiment définitif, qui est un truc sur lequel t'as pas du tout réussi à rebondir? Parce que depuis tout à l'heure, tu t'accommodes assez bien des trucs, tu rebondis et c'est très cool. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a fermé une porte, quoi, genre, ok, ça c'est niette, complètement, à part le sport évidemment dont t'as déjà parlé, on a déjà parlé un peu plus tôt. Est-ce que t'as déjà vécu ça, la grosse fermeture de porte, genre non. Ok. Waouh, c'est cool. Non. La chance. Non, mais encore une fois, c'est une question de personnalité et de comment tu perçois les choses. Si j'ai jamais eu de mauvaise relation, tu vois, je vais te donner un exemple. Je n'ai pas une seule relation amoureuse où c'est on s'entend plus, on s'engueule, tu vois, j'ai toujours eu des bonnes relations. Aussi avec mes rencontres amoureuses, avec mes amis. Je suis pas en embrouille, j'ai personne qui m'en veut dans la vie. Alors, moi, je les connais pas, peut-être, hein, c'est possible. Mais je sais que ça vient. Mais non, mais j'aime pas le conflit, moi. Donc, d'entrée de jeu, je vais aller chercher pour être sûr que si on se sépare en bons termes. Donc, je veux jamais rester sur des notes négatives. Ah ouais, d'accord. On va dire que là, l'échec le plus fort, entre guillemets, c'est l'autre le producteur qui nous a foutu un peu dans la merde financièrement. Mais, tu vois, ça nous a fait rebondir. On vient de faire un projet et finalement, qui a plus de fonds, qui nous intéresse plus. Et puis, on va jouer au Mathurin. Donc, tu vois, moi, j'arrive pas à me dire, c'est un échec. Non, ça m'a amené là. Ça s'est pas passé comme prévu, mais du coup, ça m'ouvre une autre porte. Donc, non, j'ai pas de trucs qui m'ont foutu. D'accord, c'est cool. KO à ce niveau-là. C'est bien. Est-ce que tu peux me donner ton top 3, tes 3 échecs préférés dans ta vie? Les trucs que t'es le plus fier de raconter, ou les trucs qui te font le plus rire, anodin, rigolo. Ouais. Échec je pars sur les rallyes. Donc moi, je suis responsable à ce moment-là donc des teams qui participent. Ok. En amont, je fais en sorte que tout le monde ait son passeport. Comme on allait jusqu'au sud de la Libye, il fallait que les passeports soient traduits en arabe. D'accord. Et on ne serait pas passé sans passeport. Donc moi, je m'assure que t'es 600 personnes, parce que c'est 600 personnes. 600 personnes. Ah ouais, puis les caméras, les télés, c'était Canal qui était Sport Plus, tu vois, qui nous suit. C'est une grosse machine, là. On est dans une étape de Coupe du Monde et tout. De Coupe du Monde, de Championnat du Monde. Et on part, on est au port de Marseille, embarquement, tout le monde embarque, tout le monde a son passeport, nickel. Et moi. Non.
mon passeport. Putain. Il est où? Et donc là, je me liquéfie, littéralement. Je n'ose pas aller voir mon directeur. Je vais voir ma collègue qui était ma supérieure. Je vais la voir. Je lui dis, Émilie, j'ai pas mon passeport. Elle me dit, bon, arrête de te foutre de ma gueule, comme je fais des vannes tout le temps, personne ne me croit. Je dis, non, je te jure que j'ai pas mon passeport. Elle m'a dit, tu te démerdes, tu vas le dire à Stéphane. Hop. Et donc là, je dois aller dire à mon directeur que j'ai pas mon passeport. Et je vais le voir et je lui dis, j'ai pas mon passeport. Et on doit embarquer à Marseille. Et j'ai un rôle vraiment très important sur le rallye, tu vois. Ok. Et donc, il me dit, ok, c'est pas grave, tant pis. Tu tireras au fond du semis, sous les couvertures, et on passera en Libye. Alors moi, je dis, je suis pas chaud. Parce qu'en Tunisie, tu peux rentrer avec ta carte d'identité. Ouais. Et je dis, je suis pas chaud de faire ça. Et j'appelle mon père, je dis, papa, tu peux vérifier. Mon passeport était à Paris, sur mon bureau à ce moment-là. Et là, il me dit, non, mais de toute façon, on part, on fera ça. Et moi, j'accepte. Et mon père me dit, mais c'est inconscient, on fait pas ça. Tu vas pas te retrouver... En même temps, prendre ce risque. En même temps, je suis l'avocat du diable, mais tu peux bloquer tout un projet. Ouais, il l'aurait fait sans moi, mais ça aurait été compliqué, ils auraient charbonné un peu plus sur le terrain, quoi. Et je trouve une solution à ça, mais ça a été la honte et le running gag après toute ma vie, donc c'est pour ça que j'aime bien le raconter. Il y a Christian Califano, tu vois, ancien joueur du 15 de France. D'accord, ouais. Qui faisait le rallye, qui était en interview chez Canal, et j'envoie mon petit frère qui prend son scoot, qui avait 14 ans à l'époque, lui, il prend son scoot et il fait Gif-sur-Yvette, Boulogne, en scoot, pour aller amener mon passeport à Christian Califano, qui prenait l'avion pour arriver le lendemain à Tunis. Donc c'est lui qui me l'a ramené. Incroyable. Et il me l'a rendu en me disant, il paraît que t'es un branleur. Tiens. Et il m'a rendu mon passeport. Donc ça, ouais, c'était un échec. Ah, c'est cool. Mais ça me fait une belle histoire à raconter à chaque fois, où je me suis un peu chié dessus quand même. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Voilà, ça c'est un des... Gros, tu m'en as dit 3. Ouais. J'en ai... Donc ça c'est 1. 2. Ah, je me suis blessé en bricolant, c'est sûr. Mais putain, je cherche. À part la porte, tu fermes la porte de ton appart, t'as pas les clés, quoi. Ouais, celui-là, on l'a tous vécu. Et les classiques, et j'ai escaladé la façade de l'immeuble pour rentrer chez moi. Ça m'est arrivé aussi. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas... Finalement, ça, c'est classique. Non, c'est de la merde. Attends, deuxième échec. J'essaie de trouver... Non, mais un moment... si, on va dire une chute. Ouais. T'as une belle chute à nous raconter? J'ai une belle chute. Ok. Je suis en snow. Je suis mon grand frère et son pote. On est dans les sapins, on a de la poudreuse jusqu'aux genoux. Et ils me disent, j'entends, oh! Et ils sautent, tu vois. Et je me dis, un sacré rocher à sauter, mortel. Prends à gauche! Et moi, je prends pas assez à gauche, je prends au centre. Et donc, j'atterris dans les branches du sapin. Wow. Il y avait, je sais pas, il y avait 4 mètres, 5 mètres de haut, tu vois, de chute. J'atterris dans les branches du sapin. Et ça me renvoie, donc je dévale tout le sapin. Et ça me renvoie au pied du rocher. Et tu sais, au pied du rocher, ça fait comme un creux. Ouais. Tu vois la neige. Et je me retrouve donc à l'envers, le snow bloqué, et je peux pas crier, le son de la neige étouffe ma voix. Et je gueule, et personne vient. Et je suis littéralement bloqué comme une merde, après avoir pris les branches du sapin. Donc ça, c'était un bel échec, parce que je partais hyper confiant sur mon jump. Visiblement. Et mon frère qui a commencé à s'inquiéter au bout de 10 minutes. Attends, il est où Et je le vois arriver et il me voit, il fait merde. Et donc ils ont dû me tirer, m'extraire, mais c'était une tanasse pour sortir. J'étais vraiment bloqué dans le masque ici, le truc. Ouais. Tu t'es pas fait mal? Je me suis pas fait mal, mais je me sentais un peu con. Ouais. Ça, on s'en remet à la limite. Mais ouais, ça c'était une belle chute. Ah si! Échec, Festival d'Avignon. Très drôle. Très drôle. Moi, je trouve ça drôle. Échec, Festival d'Avignon. Fin de représentation. J'étais régisseur sur un spectacle. Plus de décor sur la scène. Une chaise haute. Il y a le stagiaire qui était là, la directrice du théâtre. Et je décide, évidemment, de faire le kéké et de monter un équilibre sur la chaise. Donc les bras, les jambes en haut, tu vois, propre, nickel.
Et là, je décide de bien tendre les pointes de pied parce que, évidemment, je voulais être hyper clean. J'étais hyper fier de le monter en force et tout, tu vois, comme ça. Et la chaise rip. Et donc, littéralement, j'ai vu blanc. Et je finis, donc, c'est pour ça que j'ai une petite cicatrice sur le front. Et je termine aux urgences d'Avignon, en plein festoche d'Avignon. Oh purée. Voilà, et c'était... c'est joli, ça. Ouais, c'était beau, ouais. C'était Arthur Junio qui était mon employeur à ce moment-là. Et au Bélier. Au Théâtre des Béliers. Et Arthur m'appelle et me dit putain, mec, t'as des régies le lendemain, tu peux pas, etc. Et je reviens. Et puis, j'assure quand même les régies le lendemain, parce que finalement, je me fais recoudre, hein, tout ça. T'as été un peu assommé quand même. J'ai été assommé, ouais, j'ai malaise vagal, j'ai vomi, j'ai tout fait. Et le lendemain, je fais, c'était au mi-parcours, tu vois, il restait encore une dizaine de représentations. Et donc, tout le reste du festoche, la pièce qui était week-end en ascenseur à ce moment-là, les comédiens m'ont salué à chaque fois, non pas comme ça, mais... comme ça. Voilà, donc je me suis fait un peu pourrir. Je me sentais pas très malin non plus. Et des chutes, moi c'est les chutes, les échecs. C'était très chute. Je suis hyper chute, hyper bon chez les chutes. C'est comédien, ça, pas mal dans la chute. Ouais. Pour conclure cette entrevue, quel est d'après toi ton prochain échec ? Qu'est-ce que tu pourrais rater demain, cette semaine, dans le mois ? Un anniversaire de quelqu'un. L'anniversaire de ma mère. L'anniversaire de ma mère. Qu'est-ce que je pourrais rater ? J'ai envie de... Je me suis lancé de challenge... Enfin, lancé. J'ai encore pas commencé du tout, hein, mais j'ai envie de faire un trail. Ouais, ok. Défi sportif, tu vois. Ouais. Et donc... je suis pas certain d'avoir des bons résultats tout de suite. Donc, échec ça, ou comme je me suis mis au tennis à fond, cool. Et je vais faire des tournois. Et je pense que mon premier échec, ça va être un tournoi. Ok. Ça va être ça. Trop bien. Ouais. C'est cool. Ouais. Nouvelle passion. De ouf. Ok. Parce qu'en fait, le basket, ça fait mal aux genoux. Hein. Ouais. Et puis... c'est plus soft ? C'est plus soft, ouais. Puis c'est quelque chose que tu peux pratiquer longtemps. Oui. Tu vois, je joue encore avec mon père, il a 68 ans. D'accord. Je me dis, c'est le moment d'investir et d'avoir... Je suis encore en âge et en forme physique pour pouvoir y mettre du temps pour atteindre un certain niveau. Comme je suis très compète. Ouais, toi, tu vises le niveau. Il faut que j'ai un niveau. Sinon... Ok. Voilà. Et trop cool. Merci Léo, c'est cool. Trop cool.